Alors la prochaine intervention donc, sera par vidéo. En effet, c'est Christophe Gaviglio de l'IFV qui va intervenir donc, par vidéo. Christophe Gaviglio qui est ingénieur en charge de la mécanisation du vignoble au pôle sud-ouest de l'IFV, donc l'Institut français de la vigne et du vin, donc, qui est l'Institut technique de la viticulture et de l'œnologie. Donc Christophe Gaviglio expérimente notamment sur les alternatives aux herbicides. Et il suit plusieurs projets de recherche sur la robotique, la gestion de l'enherbement, les engrais verts, les travaux en verre. Donc voilà, n'ayant pas pu être présent avec nous, nous le voyons grâce à cette vidéo où il présentera les outils disponibles et à venir pour la gestion du travail du sol et la maîtrise de l'herbe. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de me permettre de participer de façon virtuelle avec vous aujourd'hui. Donc nous allons aujourd'hui parler des nouveaux outils pour la viticulture biologique et des pistes de recherche, notamment en termes d'entretien du sol. Alors je vais le dire tout de suite, en termes de désherbage thermique, il n'y a pas de nouveau matériel ou de grande innovation. En revanche, ce que l'on peut considérer, c'est qu'il y a différentes déclinaisons de cette technique et on s'oriente maintenant vers des systèmes qui vont accentuer l'effet de la chaleur pour le désherbage des plantes grâce à l'adjonction de mousse par exemple, qui vont permettre d'avoir une meilleure durée d'action de la chaleur sur les mauvaises herbes. En ce qui concerne l'enherbement, j'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure avec la robotique, mais le matériel est resté relativement basique. Par contre, le matériel pour la gestion de l'enherbement va bénéficier, comme pour le désherbage mécanique, des optimisations ou des automatismes qu'on peut trouver sur les matériels aujourd'hui. Enfin, concernant le paillage, je vous parlerai de deux options possibles et de la mécanisation associée. Donc nous allons commencer avec le désherbage mécanique en nous posant la question de quels outils avons-nous pour optimiser le désherbage mécanique. Quand on parle d'optimisation, on parle surtout de débit de chantier, car c'est un enjeu majeur en termes d'entretien du sol, les façons d'entretien mécanique du sol étant en général assez lentes. Donc il va s'agir de pouvoir combiner le maximum d'outils, d'avoir des passages non spécifiques, et pour cela, on va utiliser paradoxalement des innovations qui consistent en une simplification maximum de la mécanisation. Alors ça va être par exemple voilà, les disques d'émotage tels que présentés sur la diapositive aujourd'hui. Donc ce sont des outils qui privilégient la vitesse. Ça va être aussi associé à ces outils des automatismes et des assistances à la conduite. Donc quand on parle d'autoguidage, il y a deux approches différentes en fait pour assister le chauffeur dans le guidage des outils qui demandent un maniement précis et donc le respect des souches. On a une approche d'autoguidage par le tracteur, c'est-à-dire c'est le tracteur qui réalise l'alignement dans le rang, ou une approche par l'outil, c'est-à-dire c'est l'outil ou le porte-outil à l'arrière du tracteur qui va réaliser les ajustements de position latérale en prenant en compte justement les possibles écarts du tracteur. Donc d'un côté on a un système Fendt avec GPS, avec une console en cabine, et de l'autre côté on a un système donc très différent. Donc le guide à mat en l'occurrence, où on a finalement un deuxième attelage à l'arrière du tracteur qui réalise la correction latérale en fonction de la position du tracteur. Alors l'intérêt de tout ça, c'est bien sûr la précision de travail pour les outils de travail du sol qui travaillent près des souches pour éviter justement d'avoir des positions de travail défavorables. Mais c'est aussi augmenter le débit de chantier, puisque finalement le chauffeur va concentrer son attention sur la conduite du tracteur et va avoir confiance dans la position des outils par rapport aux souches. Et la bonne position des outils par rapport aux souches et aux piquets, c'est aussi la garantie d'une efficacité de travail par rapport au désherbage. Bien sûr, tout ça, ça va dans le sens de la baisse de la pénibilité et donc de la facilitation des travaux sans herbicides en agriculture biologique. Alors il y a d'autres solutions en termes de technologie de guidage, avec la vision stéréoscopique par exemple, c'était une des premières approches proposées par Clemens, donc une vision stéréoscopique et un système en fait qui vient se brancher sur la colonne de direction du tracteur, donc ça consiste quand même en une modification significative de la mécanique sur le tracteur, et puis des systèmes un petit peu plus légers avec une console de guidage, par exemple un système Trimble à droite,
ici qui va consister en une modification un peu plus légère, puisqu'on va simplement ajouter un volant électrique sur la colonne de direction existante. Donc c'est une modification un peu moins lourde sur le tracteur qui permet quand même de bénéficier d'un autoguidage. Par contre, attention, qui dit autoguidage par GPS avec une console de guidage, dit aussi abonnement à un forfait de données pour recevoir en temps réel les corrections différentielles pour le GPS. Alors, je ne voudrais pas oublier non plus d'autres automatismes déjà intégrés depuis un certain nombre d'années par un certain nombre de constructeurs. Vous avez deux exemples ici, chez Souslikov avec la régulation de profondeur automatique en fonction de l'effort rencontré par l'outil dans le sol, qui, selon le constructeur, est à peu près proportionnel à la résistance, à l'effort rencontré par l'outil dans le sol. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la stabilité du châssis et par rapport à la régularité du travail. Et puis de l'autre côté, vous avez une régulation de profondeur sur un principe un peu différent, c'est-à-dire que c'est le palpeur qui fait le suivi de sol, et donc qui permet à l'outil de rester toujours à la profondeur de travail désirée. On est un peu plus sensible avec ce système-là aux irrégularités du sol ou à la présence d'amas de végétation, de grandes touffes d'herbe qui joueraient un petit peu plus sur le positionnement du palpeur. Abordons maintenant la solution potentielle du paillage. Et donc là, je voulais simplement porter à votre connaissance, si vous ne le savez pas déjà, l'existence d'un matériel donc chez Rabot qui est dédié à l'épandage de paillage sous différentes formes, paille, sciure ou autre matière, avec un épandeur dédié à la vigne qui va permettre donc de mécaniser cette opération. Alors il faudra malgré tout prendre en compte un besoin en matière première assez important, autour de 2 tonnes par hectare pour un paillage sous le rang, pour avoir une épaisseur de matière suffisante pour maîtriser le développement des mauvaises herbes. Attention aussi donc à la régularité de l'épandage, c'est important en fait par rapport à la couverture qui est nécessaire pour maîtriser le développement de l'herbe sur le cavaillon. On considère qu'il faut minimum 8 cm d'épaisseur partout pour maîtriser correctement le développement des mauvaises herbes sur le cavaillon. Attention aussi à un effet potentiellement indésirable sur la vigueur de la vigne, puisque ce paillage il a une durée de vie limitée. Il faudra probablement le remettre en place tous les ans, voire tous les 2 à 3 ans, suivant la vitesse de dégradation de la matière première. Et la dégradation de cette matière première est susceptible d'engendrer en fait une consommation de l'azote dans les couches superficielles du sol. C'est le phénomène de fin d'azote qui est bien connu des céréaliers sur les résidus de culture. Voilà, en termes de paillage, une deuxième solution qui n'est pas une solution purement mécanique, c'est une solution physique, où on va couvrir le sol avec un paillage à base, alors ici de polymère d'amidon de maïs, donc qui est biocompatible entre guillemets, et le fournisseur en l'occurrence parle d'une durée de vie de ce paillage de 10 ans, donc c'est potentiellement intéressant sur des vignes plantées pour l'agriculture biologique, avec une durée de vie intéressante et une dégradation naturelle dans l'environnement. Donc visuellement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flatteur, par contre en termes d'entretien sur le long terme pour les parcelles nouvellement plantées, c'est intéressant. Un point enfin sur une innovation qui n'est pas encore pleinement fonctionnelle au vignoble, le désherbage électrique. Alors nous avons réalisé des tests avec la société Zasso qui propose ce type de solution. Alors sur du désherbage en plein, pas sur du désherbage sur le cavaillon. La technologie est assez prometteuse. Elle consiste à appliquer un courant électrique entre 2 électrodes de manière à faire passer vraiment un courant électrique dans l'intégralité des plantes à détruire, partie végétative et réseau racinaire compris. Donc a priori, il n'y a pas d'incidence pour la vigne puisque on ne fait pas passer un courant électrique entre les feuilles de la vigne qui sont en hauteur et les racines. Vous voyez un petit peu de quelle manière se présentent les électrodes sur une machine assez imposante. L'enjeu maintenant, c'est de trouver un applicateur pour désherber sous le cavaillon. Donc il y a un certain nombre de contraintes techniques à résoudre. Et voilà, je sais que la société est en train de développer un prototype que nous devrions être en mesure de tester en fait, dans les mois à venir. L'enjeu, bien sûr, c'est de vérifier quand même l'innocuité pour la vigne sur le long terme et l'effet éventuel sur la vie microbienne et sur la macrofaune du sol aussi.
Je voudrais terminer cette présentation en parlant des robots. Pourquoi? Parce que les robots vont être des vecteurs différents des tracteurs pour appliquer toutes les alternatives au désherbage chimique, donc, qui sont intéressantes en agriculture biologique. Donc les robots vont être utilisés pour biner, pour désherber mécaniquement, mais aussi pour tondre, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que Vitirover a été le premier à proposer finalement un robot spécifiquement dédié aux vignes, mais pour l'entretien de vignobles totalement enherbés. Donc c'est une situation particulière dans laquelle on accepte en fait la présence de l'herbe sur toute la surface du vignoble, et donc pour lequel il y a une solution finalement de robotisation assez légère et électrique qui existe sur le marché. D'autres formes de robots se développent avec Naïo Technologies, avec Vitibot, avec Citia aussi. Donc ce sont des robots de taille plus importante, avec plus d'énergie, plus de puissance en jeu, mais à un niveau quand même très très inférieur à une mécanisation traditionnelle. Alors qu'est-ce que ça permet de changer? Ça permet d'envisager des itinéraires techniques complètement nouveaux et innovants pour l'entretien du sol. Vous connaissez ce type de machine, utilisable en agriculture biologique pour la gestion de l'herbe, avec des brosses, avec des fils. Et finalement, si on imagine de monter ces appareils-là sur des robots, on peut envisager des fréquences d'intervention et une agressivité supérieure par rapport à la flore à gérer. Donc ça peut donner ce genre de résultat au vignoble, ici sur une expérimentation, avec un effet assez marqué pour les premières années d'expérimentation, finalement sur l'azote disponible pour la plante dans des situations de tonte traditionnelles par rapport à des situations de tonte fréquentes et agressives sur l'herbe. En matière de travail du sol, la robotique va aussi changer la donne en termes de fréquence d'intervention, de profondeur de travail, de puissance nécessaire, donc de régularité de travail, d'anticipation dans la gestion des adventices, avec aussi un effet potentiellement bénéfique attendu sur le tassement du sol, puisqu'on a des unités qui sont beaucoup plus légères que les tracteurs traditionnels. Alors les objectifs des expérimentations avec les robots, et un petit peu les perspectives, les pistes de recherche que nous avons actuellement sur ces sujets-là, c'est définir vraiment la performance de ces robots avec différents outils et dans différentes situations. Les questions auxquelles on doit répondre sont: quel est le débit de chantier, quelle est l'autonomie, l'efficacité, le respect des souches finalement avec les outils, pour pouvoir définir des schémas d'utilisation avec les robots, c'est-à-dire pour quelle surface, pour toute l'exploitation, seulement une partie des parcelles de l'exploitation, et puis répondre à la question de savoir si finalement on a besoin de robots hyper spécialisés sur l'entretien du sol, ou si finalement on va être amené à utiliser des robots plus polyvalents, donc peut-être utilisés sur moins de surface, mais ayant une possibilité d'action un peu plus étendue sur l'ensemble de la saison de production. Alors il faut prendre en compte pour ça l'impact et la conséquence du développement de la polyvalence sur le coût d'usage des robots. C'est-à-dire plus on va développer d'opérations en dehors spécifiquement de l'entretien du sol sans herbicide, plus on va avoir de temps d'exploitation, donc meilleur on va être vis-à-vis des amortissements sur les différentes opérations vignobles. Par contre, il va y avoir concurrence entre les opérations, c'est-à-dire que potentiellement on va limiter la surface sur laquelle le robot va agir toute l'année. Ça va être intéressant en termes de réduction de temps d'immobilisation du tracteur et de la main-d'œuvre sur les exploitations, mais plus d'outils, ça veut dire aussi plus de main-d'œuvre éventuellement pour l'attelage et le dételage des outils. Donc il va y avoir un compromis à trouver entre les gains apportés par la robotique finalement et les nouvelles modalités d'utilisation de ces outils. Et donc on va peut-être jouer sur la saisonnalité aussi des opérations pour mieux rentabiliser le robot. Et donc penser combinaison de travaux exactement dans la même logique que ce qu'on a actuellement avec un tracteur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de colloque.